Bonjour, Microsoft vient de publier une étude fascinante sur un LLM, une IA, qui peut s'améliorer toute seule. Ça a l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais je vous assure, c'est du sérieux. Regardez cet article de recherche intitulé AirStar Math. Les petits LLM peuvent maîtriser le raisonnement mathématique grâce à l'auto-évaluation de la réflexion profonde. Alors c'est un nom à rallonge, mais c'est assez fou, car essentiellement le modèle est capable d'utiliser sa propre réflexion pour devenir encore plus intelligent. Ce papier va certainement marquer une étape majeure dans l'évolution de l'intelligence artificielle. On peut voir que pour la présentation du papier, il est écrit ici « Nous présentons AirStar Math pour démontrer que les petits modèles de langage, SLM en abrégé, peuvent rivaliser ou même surpasser les capacités de raisonnement mathématique d'OpenAI GPT-4. Et cela sans entraînement des modèles supérieurs. » Alors juste cette phrase est assez dingue en elle-même. Et le terme qu'ils utilisent ici, c'est la distillation de modèles. Si vous ne savez pas ce qu'est la distillation de modèles, c'est un processus où vous avez un plus grand modèle enseignant qui va transférer essentiellement ses connaissances vers un modèle plus petit. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Le grand modèle est appelé un modèle enseignant et ses connaissances sont distillées, donc de là vient le terme, dans le plus petit modèle. Le modèle plus petit, donc le modèle étudiant, est ensuite affiné pour performer de manière similaire au modèle enseignant. Vous savez, comme quand nous avions GPT-4 Preview et le vrai GPT-4. C'était exactement ça, en fait. Nous avions le vrai ChatGPT-4, puis le ChatGPT-4 Preview, qui était essentiellement une version affinée, similaire, mais avec des capacités légèrement inférieures au modèle enseignant. Alors ce qu'ils nous affirment dans cet article, et c'est pourquoi c'est si fou, c'est qu'ils peuvent réellement battre ces grands modèles de langage sans distillation. C'est absolument dingue. Moi qui traîne très régulièrement dans les papiers scientifiques au sujet de l'IA, eh bien je pense que celui-ci va faire un très grand bruit. Ils disent que AirStar Math y parvient en exerçant une réflexion profonde via la recherche arborescente de Monte Carlo, qui est fondamentalement une forme d'IA recherchant à travers différentes possibilités. Et ça devient encore plus fou quand on regarde les benchmarks que vous voyez ici, initiaux. On peut voir que sur le benchmark mathématique, donc un benchmark c'est les tests qu'ils ont fait pour noter les IA, il améliore Queen 2,5 Math 7B. C'est le nom de ce modèle-là, qui est un modèle de langage de 7 milliards de paramètres, et il l'améliore de 58,8% à 90%, et 0,9% sur l'Olympiade mathématique américaine. Alors si vous n'arrivez pas trop à comprendre pourquoi est-ce que cela est si important, sachez juste que l'un des plus grands problèmes que les gens ont eu est qu'ils pensaient que les petits modèles de langage, donc les petits modèles de langage, avaient simplement été entraînés sur toutes les données d'entraînement pour obtenir ces scores élevés sur les benchmarks. Qu'en gros ils avaient triché, qu'ils avaient entraîné les petits modèles sur les examens eux-mêmes. Mais ici c'est assez clair et c'est ce qui est assez fou avec ce modèle, c'est qu'il s'améliore lui-même pour atteindre ce niveau. Donc il n'est pas entraîné sur tout ce contenu du tout, il est capable tout simplement de s'améliorer lui-même pour arriver à un niveau tel que vous le voyez ici. Et maintenant voici le plus fou. C'est là où nous avons le diagramme qui donne un aperçu du système AirMath, donc se concentrant spécifiquement sur la recherche arborescente de Monte Carlo, que bien sûr on peut voir ici, et c'est le cadre de l'auto-évaluation. Donc cette chose entière que vous voyez là, c'est la façon dont le modèle est capable de penser d'une manière qui lui permet de s'auto-améliorer vers une plus grande intelligence. Sur la gauche, vous pouvez voir que nous avons cette recherche de Monte Carlo, donc c'est là où le système, comme vous pouvez le voir, explore tous ces multiples chemins. Pensez-y comme une personne essayant de réfléchir aux conséquences de leurs conséquences, ou juste comme un simple arbre de décision, si vous préférez. Alors maintenant, regardons en détail. Le petit modèle de langage ici va agir comme une politique pour générer les étapes de raisonnement qui vont servir pour la solution. Et ensuite, nous avons un autre modèle de préférence de processus, on va appeler ça comme ça, qui en fait est fondamentalement quelque chose qui vérifie que chaque étape est correcte. Et je reviendrai plus tard en détail là-dessus, car c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait, vous allez voir. Maintenant, chacun de ces nœuds que vous pouvez voir ici représente une étape dans la résolution du problème. Vous pouvez voir celui ici à 0,7 ou même celui à 0,5, peu importe. Mais en gros, ce sont les étapes que le modèle va prendre, des chemins qu'il va explorer. Et vous pouvez voir ici que celles qui sont incorrectes, donc, reçoivent des valeurs basses, voire négatives. Et celles qui sont correctes vont recevoir des valeurs plus élevées.
Et c'est là où le système va essentiellement attribuer une valeur Q, qu'ils ont nommée comme ça, à chaque étape, basée sur leur contribution à la solution finale. En fait, c'est un peu une note pour savoir quel est son poids dans la contribution de la solution finale. Et fondamentalement, les étapes menant à des réponses correctes obtiennent donc des valeurs Q plus élevées, vous l'aurez compris, et les étapes menant à des mauvaises réponses obtiennent des valeurs Q beaucoup plus basses. Essentiellement, leur méthode consiste à filtrer ces étapes pour que seules les étapes de haute qualité, celles qui sont en vert sur le graphique, soient conservées pour construire donc la trajectoire de la solution finale. En gros, cela filtre et s'assure que l'IA s'entraîne sur les meilleurs chemins de raisonnement possibles. Ce qui est fou dans tout ça, et c'est là qu'on obtient ce cadre d'auto-évaluation, c'est que bien que la recherche arborescente de Monte Carlo soit bonne, jusqu'à présent c'est ce que nous avons fait, vous devez quand même ajouter quelque chose de plus pour qu'un modèle de langage puisse s'améliorer lui-même. Et c'est là que nous obtenons ce processus en 4 étapes où le système s'améliore lui-même, améliorant donc à la fois la politique, donc du petit modèle de langage, et le modèle de récompense, le PPM. Car oui, les IA sont entraînées grâce à un modèle de récompense, un peu comme nous les humains ou comme les êtres vivants. Quand une IA arrive à avoir une bonne réponse, on va lui donner une récompense. Et quand elle a une mauvaise réponse, on ne lui donne pas de récompense. C'est comme entraîner des animaux ou même des humains en fait. Et ça, je ne suis pas sûr que vous le saviez. Bref, vous pouvez voir qu'il y a 4 étapes ici. Et c'est là où il faut faire attention. Ça commence avec la recherche de Monte Carlo guidée donc, par le terminal que vous pouvez voir ici. Puis, vous pouvez voir qu'au deuxième tour, il passe l'introduction de PPM R2 qui évalue donc plus efficacement les résultats des étapes précédentes. Et les données générées dans ce tour améliorent davantage donc le modèle. Alors, vous pouvez voir que le modèle ici, c'est R1, SLM R1. Puis, il va changer et il va être mis à niveau vers le SLM R2. En gros, c'est un petit modèle de langage R1 qui va être mis à niveau vers un autre petit modèle de langage. Je ne sais pas pourquoi je continue à dire petit, grand modèle de langage, etc. À ce niveau-là, tous les modèles sont bons, mais bon, bref. Puis, au troisième tour, les politiques parviennent à utiliser le modèle de récompense pour prédire directement les valeurs Q. Tout cela pendant le processus de recherche. Puis, donc, ils génèrent les solutions et des données d'entraînement de meilleure qualité. Cela entraîne ensuite la prochaine itération du modèle, le modèle de langage 3. Et vous pouvez voir maintenant que nous arrivons à une version 3 du modèle. Donc il s'est déjà auto-amélioré 3 fois. Puis au quatrième tour, c'est là où le modèle final émerge. Et nous obtenons donc la continuation du modèle de récompense avec une politique encore plus forte. En fait, c'est à cette étape-là qu'il parvient à atteindre les performances état de l'art. Ce qu'on fait de mieux aujourd'hui donc. Et c'est absolument incroyable parce que le modèle commence ici ne sachant pas grand chose, et puis finalement il parvient à s'améliorer itérativement pour devenir état de l'art grâce à ce simple processus. On prend un tout petit modèle qui devient un très bon modèle juste à l'aide d'un processus, d'un algorithme. Comme quoi, des fois, la taille des modèles, vous auriez beau avoir un modèle à 500 milliards de paramètres, si il est mal optimisé, ça ne sert pas à grand chose. Et franchement, que nous améliorions les petits modèles à ce niveau-là, c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. Car c'est ce genre de modèles qui, personnellement, je pense, tourneront partout. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les agents IA. Donc des intelligences artificielles que vous allez entraîner pour vous faire des tâches à votre place, pour faire plein de choses à votre place. Ils vont travailler pour vous, c'est un peu votre ordinateur intelligent. Ils peuvent répondre à vos emails, ils peuvent répondre à vos clients, enfin peu importe, ils font plein de choses. Et pour en avoir construit pas mal, je peux vous dire que si on arrive à avoir des petits modèles aussi performants, ça va démultiplier les possibilités des agents IA tout simplement. Car à ce moment-là, votre portable pourra être votre agent IA. Plus besoin de grandes sortes de données, plus besoin de faire appel à des API comme ChatGPT ou Claude. Non, ici tout pourra devenir agent IA. Et surtout c'est très encourageant pour les robots aussi, puisque les robots, vous le savez, ils sont confinés, ils ont un corps robotique donc. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre de RTX 5090 sur le cerveau de votre robot. C'est là où la miniaturisation de ces modèles va être très très importante pour la suite. Et donc ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est l'incroyable benchmark qu'ils ont réalisé. Alors plongeons-y directement. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA.
ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Voilà, donc quand nous regardons vraiment comment ces benchmarks sont, vous pouvez voir comment le modèle est capable de s'améliorer ou d'améliorer continuellement ses capacités de raisonnement mathématique, par exemple, à travers une réflexion profonde auto-évaluée, d'où le titre du papier scientifique. Vous pouvez voir qu'au deuxième tour, le modèle dépasse déjà ChatGPT 4. Donc nous pouvons déjà voir tout ce que le modèle de base est capable d'accomplir. En parlant du modèle de base, regardez cette évolution incroyable. Il est capable, donc le modèle de base est déjà capable d'atteindre 58,8% en mathématiques. Et vous pouvez même voir qu'il n'obtient rien, donc 0 sur le test EME 2024. Et puis sur tous les autres benchmarks, vous voyez qu'il n'atteint pas des scores très élevés. En fait, il est plutôt nul. Et puis bien sûr, il commence donc le processus d'amélioration, décrit dans la diapositive précédente. Et puis vous pouvez voir qu'il monte petit à petit, donc à 75,2%, puis 86,6%. Puis 87, puis 89. Le modèle est en train de s'améliorer considérablement. Et sur tous les benchmarks. Regardez le benchmark EME 2024 que je vous disais, qui est un benchmark assez difficile pour les IA. Eh bien, il est passé de 0 à 50. Et rendez-vous bien compte de la chose. C'est un modèle qui n'a pas été réentraîné derrière. C'est-à-dire qu'on n'a pas relancé tout le processus d'entraînement avec plus de paramètres ou d'autres jeux de données. Non, il s'est auto-amélioré. Rappelez-vous, ce modèle est un modèle de base de 7 milliards de paramètres et il dépasse les autres modèles de l'état de l'art. Ce qu'ils ont fait là, c'est assez incroyable, vraiment. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'IA, sachez que ce qu'ils ont fait là, c'est de démultiplier la puissance des IA, je pense. Imaginez appliquer ce processus à un modèle tel que ChatGPT 4o, la dernière version, ou la dernière version de Claude. On ne sait pas ce que ça pourrait faire. Donc ça va être très très intéressant de voir la suite des événements. Alors bien sûr, c'est un benchmark spécifique qui se concentre spécifiquement sur les mathématiques. Mais quand on pense vraiment à quel point c'est fou, on peut commencer à imaginer à quel point ces modèles vont devenir incroyablement intelligents. Si un modèle de base 7 milliards de paramètres peut même surpasser ChatGPT 4, imaginez juste un mélange d'experts de ces modèles-là qui sont incroyables et capables de s'améliorer entre eux. Quel genre de modèle allons-nous obtenir à la fin ? Les possibilités sont assez infinies et même assez dingues à juste y penser. Maintenant, je voulais vous parler de comment le modèle s'améliore réellement. Les bases sont que le modèle génère des solutions, puis il évalue les solutions, puis il se réentraîne sur de meilleures solutions. Puis il se répète. C'est cette boucle-là, une boucle de rétroaction qu'on appelle ça, que nous avons ici. Et c'est quelque chose qui affine continuellement les capacités de raisonnement de ce modèle-là. Et si vous vous demandez, d'accord, mais qu'en est-il des problèmes non résolus, par exemple? Pour les problèmes qu'il ne peut pas résoudre, eh bien, pour les problèmes qu'il ne peut pas résoudre, le modèle utilise essentiellement plusieurs tentatives de raisonnement, qui sont essentiellement des déploiements supplémentaires ou de nouvelles graines aléatoires, donc des seeds, on appelle ça en anglais, donc des chiffres aléatoires, des chemins différents, on va appeler ça comme ça, jusqu'à qu'il trouve une solution. Donc en fait, il va tester plein de seeds jusqu'à trouver une solution, ou en tout cas, jusqu'à que son algorithme de notation lui donne une bonne valeur. En fait, cela garantit essentiellement que le modèle apprend toujours de ses échecs. Et je ne pense pas que vous compreniez à quel point c'est fou. Car en fait, après le tour initial, il génère ses propres données d'entraînement. J'en ai parlé rapidement dans ma dernière vidéo où je couvrais les données et la création de données synthétiques.
Mais c'est un changement majeur par rapport aux méthodes d'entraînement traditionnelles qui reposaient fortement sur la distillation depuis ces plus grands modèles, ces grands modèles enseignants que nous avons aujourd'hui et qui distillent tous les modèles petits que nous connaissons. En fait, cette approche est incroyablement puissante car les données d'entraînement auto-générées éliminent le besoin d'étiqueter manuellement des grandes données, des grands jeux d'ensemble de données. Et surtout, le modèle n'est pas limité à ses propres données d'entraînement initial, ce qui signifie qu'il peut s'améliorer au fil du temps. Et en réalité, nous ne savons pas jusqu'à quel point un modèle peut s'améliorer en utilisant cette méthode. Alors rappelez-vous comment dans un autre article, celui-ci, il parlait de la prédiction sur quoi GPT-4 serait basé. Il parlait des modèles de récompense basés sur les résultats. Et c'est là où fondamentalement, disons que vous essayiez de répondre à une question mathématique et que vous détaillez étape par étape et que vous écrivez chaque étape, vous obtenez une récompense pour chaque étape qui est correcte. Mais même si le résultat final n'est pas correct, vous obtenez quand même quelques récompenses. Donc l'IA s'est grugée en tout cas. C'est ce que nous faisions jusqu'à présent et nous nous sommes rendus compte que les IA étaient malines pour obtenir les meilleurs scores lors des étapes sans forcément avoir le bon résultat final. Donc pour celui-ci, regardez, même s'il y a plusieurs étapes qui sont correctes, mais que tout est faux, il le jetait. Mais si les 3 premières étapes étaient correctes et les 2 dernières ne l'étaient pas, le modèle était quand même récompensé pour les 3 premières étapes correctes. Maintenant, ce que j'ai trouvé de super intéressant dans tout ça, c'est qu'ils ont en fait changé le modèle de récompense. Maintenant, dans ce nouveau papier, ils utilisent un modèle de préférence de processus. Et ils nous disent donc qu'ils introduisent une nouvelle méthode d'entraînement qui entraîne un modèle de préférence de processus en construisant des paires de préférences positives, négatives au niveau des étapes. Alors laissez-moi vous expliquer ça très rapidement. Et fondamentalement, la méthode PPM, donc ce modèle de préférence de processus, entraîne un modèle pour le guider. Et fondamentalement, la méthode PPM, ce modèle-là de préférence de processus, entraîne un modèle pour guider le processus de raisonnement en le comparant aux étapes. En gros, cela évite d'attribuer des scores précis à chaque étape, rendant donc le processus entier plus robuste et plus fiable. En fait, oui, c'est l'innovation centrale de l'article qui est utilisée ici pour piloter le processus de recherche arborescente de Monte-Carlo. Donc essentiellement, globalement, quand nous regardons le PPM, le modèle, donc ce modèle-là, c'est l'épine dorsale de Airstar Math, ce papier scientifique. Particulièrement dans les derniers tours où il surpasse l'approche traditionnelle du modèle de récompense standard. Donc en gros, pour résumer rapidement, ils utilisent le modèle de récompense standard initialement pour amorcer le processus, mais ils effectuent ensuite une transition vers plus efficace avec la modélisation des préférences de processus une fois que le système mûrit, donc une fois qu'il s'auto-améliore. C'est une approche hybride qui équilibre les deux avantages. Si vous voulez mon avis, c'est très malin. Alors regardons rapidement ces graphiques. En bas ici sur l'axe des X, vous pouvez voir que cela montre des solutions échantillonnées. Et nous pouvons voir qu'à mesure que les solutions échantillonnées augmentent, la précision augmente. Et c'est quelque chose que nous savons, mais cela montre essentiellement combien de solutions sont échantillonnées. Et sur ces graphiques, donc, nous pouvons voir la précision sur l'axe des Y et nous pouvons voir aussi les différents modèles. Donc la courbe verte correspond au modèle, le Airstar Math, ce papier scientifique. Et nous pouvons voir ici sa performance assez incroyable. Ensuite, nous avons les modèles de Qwen 2 et ChatGPT 4 Mini et ChatGPT 4 Preview. Alors clairement, ChatGPT 4 Preview n'a pas été testé sur le benchmark des Olympiades de maths. Mais pour ChatGPT 4 Mini, nous pouvons voir les niveaux où il était en termes de précision. Et ce qui est fou, c'est que vous savez, à mesure que ces solutions sont échantillonnées, à mesure que nous décidons d'échantillonner plus, nous pouvons voir que le modèle Airstar Math parvient à devenir de plus en plus intelligent dans ses réponses. Et rappelez-vous, c'est un modèle de 7 milliards de paramètres qui rivalise avec ces modèles beaucoup plus grands. Bon, après c'est quelque chose qui semble être vrai pour tous les modèles. Nous pouvons voir que pour tous les modèles, ils semblent tous devenir plus intelligents sur les benchmarks à mesure qu'ils continuent à s'auto-évaluer. Alors bien sûr, il y a un premier saut initial, donc le progrès, l'amélioration, l'auto-amélioration initiale est beaucoup plus importante que les suivantes. Mais ce qui paraît logique, car quand vous parvenez à échantillonner plus de solutions, il semblerait logique de penser que les gains, bien qu'ils continuent à augmenter bien sûr, semblent être de moins en moins importants. Oui, donc le modèle Airstar performe en fait
mieux que certains modèles de 72 milliards de paramètres, ce qui nous montre très simplement que cette méthode est extrêmement efficace. Encore une fois, j'attends vraiment de voir les applications sur des gros modèles. Appliquer cette méthode à des gros modèles, on ne sait pas ce que ça peut faire. Au risque de me répéter, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce que cela veut dire. Je le redis, ce papier va faire un grand bruit. Je sais que ça a l'air de ne pas avoir trop de sens, mais quand nous regardons comment nous prenons ici un modèle 7B, donc 7 milliards de paramètres, et le faisons générer des choses plus intelligentes que ChatGPT 4, qui lui est un modèle à 1800 milliards de paramètres, nous pouvons penser la chose suivante, d'accord? Et si nous avions un modèle beaucoup plus grand et que nous nous concentrions sur l'utilisation de ce type de méthode-là pour l'améliorer itérativement au fil du temps, eh bien quand nous regardons ce que cela signifie vraiment pour l'avenir, je n'ai qu'une chose à dire, ça va être complètement fou. Alors maintenant pour finir, quelque chose de fou dans cet article aussi était qu'il parlait des capacités émergentes de ce modèle-là. Et les capacités émergentes en général en IA, qui sont essentiellement des capacités qui apparaissent sans prédiction. C'est-à-dire que c'est des choses que vont faire l'IA que nous n'avons pas prédit. C'est déjà arrivé de très nombreuses fois. Nous avons souvent été surpris de choses que faisait l'IA que nous n'avions pas prédit. Comme par exemple lorsque nous avons entraîné le ChatGPT initial sur une base de données anglaise uniquement, eh bien il s'est retrouvé à savoir parler toutes les langues du monde, on ne sait pas comment. Bref, donc ces capacités apparaissent sans qu'il soit entraîné pour faire cela, sans qu'il veuille spécifiquement ces capacités-là, ou sans qu'il pense que la capacité pourrait apparaître. C'est des choses que nous ne pouvons pas prévoir. Bien, et nous pouvons voir ici qu'ils ont mis au chapitre 5 de ce papier scientifique, que vous trouverez d'ailleurs dans la description, dans les découvertes et discussions, qu'il y a l'émergence d'une capacité intrinsèque d'auto-réflexion. Ils disent qu'une percée clé dans GPT-4, c'est sa capacité intrinsèque d'auto-réflexion. Quand le modèle fait une erreur, il reconnaît l'erreur et il peut s'auto-corriger avec une réponse. Pourtant, il a été constamment constaté que c'est largement inefficace dans les LLM open source, qui sont bien sûr les modèles qu'ils utilisent tous maintenant pour faire ces recherches, qui sont les séries Falcon et Queen par exemple, et ils disent que la communauté a activement exploré diverses approches. Donc ils ont observé de manière inattendue que ce modèle utilisait une réflexion très profonde et manifeste pour la résolution de problèmes. Alors par exemple, le modèle formalise initialement une équation en utilisant ceci dans les 3 premières étapes comme nous avons vu précédemment, ce qui donc mènerait à une réponse incorrecte. Mais dans la 4e étape, le modèle reconnaît la faible qualité de ces étapes précédentes. Il s'abstient donc de continuer le long du chemin initial et à la place, il fait marche arrière et résout le problème en utilisant une nouvelle approche plus simple, arrivant finalement à la bonne réponse. Et ce qui est fou à ce sujet, c'est que nous pouvons voir vraiment cela ici. Nous pouvons voir que c'est là où il va résoudre cette solution et nous pouvons voir qu'il parvient à se tromper. Et puis c'est là où il a sa réflexion intrinsèque d'auto-réflexion, pensant ainsi hors des sentiers battus pour trouver une solution plus facile au problème. Ce qui est génial, c'est que nous pouvons voir aussi les scores à mesure que l'image progresse. Nous pouvons voir que les scores PPM sont négatifs ici, et quand nous descendons ici, nous pouvons voir que les scores PPM augmentent en valeur. Franchement, voir ce processus d'itération, d'auto-réflexion est assez incroyable, franchement. Je le répète, mais j'ai qu'une envie, c'est de voir qu'est-ce qu'il va se passer lorsque nous allons appliquer cette recherche à tous nos grands modèles d'IA. Est-ce que ça sera vraiment, et enfin, l'avènement de l'AGI? Eh bien, c'est possible, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant des prochaines étapes de cette recherche. Car oui, celle-ci va faire un très grand bruit à mon avis. Donc si vous ne voulez pas rater cela lorsque je vous l'annoncerai, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si la vidéo vous a plu. Juste avant de finir, juste une petite réflexion personnelle sur l'avenir de l'IA. Eh bien, imaginez si une IA pourrait s'auto-améliorer ou aurait une autonomie totale, elle pourrait agir indépendamment de votre commande directe en fait. Je pense qu'à l'avenir, les IA se comporteront de la manière suivante. Nous leur donnerons des commandes ou des prompts très généraux, donc on va leur donner un objectif très général. Puis elle va agir toute seule grâce à cette boucle de auto-réflexion. Vous savez, elle part faire toutes sortes de sous-actions super compliquées, comme inventer un nouveau produit par exemple, ou créer un site web pour arriver au but final, peut-être même mettre en place une boutique en ligne. Puis elle va aller le commercialiser elle-même et générer des revenus, faire la comptabilité, ainsi de suite. En fait, il est possible qu'à l'avenir vous disiez à une IA, voilà, je veux que tu me vendes tel produit et qu'elle fasse tout. Et je pense que c'est en quelque sorte très plausible dans, disons, 3 à 5 ans.
Avant 2030, c'est sûr. Je pense que nous aurons définitivement ça. Et ça pourrait être beaucoup plus tôt que 2030. Au rythme auquel va le progrès, notamment avec ce genre de recherche, eh bien, je ne sais pas où nous serons d'ici 3 ans, honnêtement. Et si vous suivez la chaîne, je pense que vous avez suivi les interviews diverses de Eric Schmidt, donc ancien PDG de Google, qui disait essentiellement que nous allons obtenir une IA auto-améliorante dans le futur proche. Donc ça a du sens ce qu'il a dit à ce sujet-là. Mais bien sûr, nous devrons être très prudents et devrons, vous savez, en quelque sorte débrancher ces modèles si les choses tournent mal. Mais je suis de nature plutôt optimiste et je pense vraiment que l'IA va plutôt être une chance, une opportunité incroyable pour l'humanité comme il n'y en a jamais eu. Car couplé à la robotique, c'est Elon Musk qui le disait dans sa dernière interview très récente, que la robotique et l'avènement des robots va être la chose la plus incroyable, ou plutôt la plus phénoménale en termes d'évolution que l'humanité n'ait jamais connue. Ça va être la plus grande révolution, tout simplement, que nous n'ayons jamais connue, plus que toutes les révolutions précédentes. Et ça, pour être dans le domaine depuis un moment, j'ai pas du tout de mal à savoir pourquoi. Alors, une vidéo qui change un petit peu des vidéos habituelles, je voulais rentrer beaucoup plus en détail dans les parties techniques de l'IA, puisque je parle souvent d'IA, mais nous n'avons jamais vraiment le temps de rentrer en détail dans la technicité de l'IA elle-même. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car c'est une vidéo, je le sais, ne plaira pas au plus grand nombre, mais c'est quand même des vidéos qui sont assez intéressantes à faire, et si cela a pu vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en fasse d'autres à l'avenir éventuellement. Voilà, c'est tout pour moi, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo.